Je suis très heureuse de vous accueillir et merci d'être venus aussi nombreux pour venir écouter comment financer sa première usine et accélérer son développement grâce à la bourse. Alors la bourse, c'est un sujet qui est très important pour BPI France. Nous sommes très impliqués à essayer de promouvoir l'utilisation de la bourse. On fait ça de façon très active avec Euronext et avec un certain nombre de partenaires de la place. Et pourquoi on considère que c'est un sujet très important? Parce que dans la chaîne de financement des entreprises, la bourse est un outil absolument indispensable de financement, bien sûr, mais pas que, de mobilité, de mobilisation du capital également. Alors aujourd'hui, l'ambiance en bourse n'est pas extraordinaire. On n'est pas dans un climat hyper favorable. Pourquoi? Parce que la macroéconomie est assez incertaine et les développements internationaux de politique internationale ne donnent pas une grande assurance. Mais néanmoins, on doit saluer deux récentes opérations qui se sont réalisées avec un grand succès dans la French Tech, donc l'IPO de Planisware et l'IPO d'Exosense. On doit saluer à cette occasion aussi un certain nombre de mesures qui ont été prises par le gouvernement français à travers la loi attractivité et qui visent à aider le placement des opérations, surtout dans des marchés volatiles. Voilà. Et pour toutes ces raisons, et même si la bourse n'est pas super ouverte aujourd'hui, on sait qu'elle le deviendra un jour. Et il nous a semblé très important pour illustrer ce thème d'inviter Nicolas Sordet, le fondateur et CEO de Afiren, que nous avons accompagné ensemble lors de son IPO, et animé par Alexis Janin, qui est en charge chez Euronext de la cotation des PME et des PMI, et des ETI. Pardon. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Maëlys et merci de ton invitation. Je me permettrai de te réinterroger concomitamment à Nicolas sur certains sujets avant de commencer ton interview, parce qu'on est là pour ça, pour écouter ton retour d'expérience du parcours que tu as pu avoir avec Afiren. Je voudrais prendre quelques instants peut-être pour revenir sur ce qu'est Euronext aujourd'hui. Donc c'est la bourse de Paris, mais c'est aussi la bourse de 6 autres pays en Europe, la première bourse pan-européenne dont le cœur d'activité est d'accompagner le cœur de ce qui fait nos économies, en l'occurrence les PME et les ETI. On a près de 2000 sociétés cotées aujourd'hui sur nos marchés et les 3/4 d'entre elles sont effectivement des sociétés locales ou régionales avec des ambitions fortes. Autre spécificité, et c'est ce qui finalement constitue la plus grande cohorte d'introduction en bourse de ces dernières années, c'est la tech. La tech en Europe, c'est devenu extrêmement important et cette année, et particulièrement pour cet atelier, on est là pour parler deep tech et deep tech industriel. C'est quasiment la moitié des introductions en bourse de ces dernières années. La tech, avec 3 grandes familles qui coexistent aujourd'hui en Europe. Le digital, qui est là depuis de nombreuses années, mais qui continue à grandir, notamment avec des sociétés du logiciel. Maëlys l'évoquait il y a un instant avec l'IPO récente de Planisware. La deuxième cohorte importante qu'on accompagne dans la deep tech depuis des années et qui a beaucoup grossi, c'est la santé, ce qu'on appelle la health tech. Il y a environ 70 sociétés qui sont cotées sur Euronext Paris et quasiment le double sur l'ensemble de nos géographies. Ça, c'est vraiment de la deep tech pour nous, c'est-à-dire des sociétés qu'on accompagne du laboratoire jusqu'à la mise sur le marché de leurs médicaments si elles réussissent. Et c'est plusieurs milliards d'euros qui sont mobilisés chaque année sur Euronext pour accompagner ces sociétés. Et enfin, la dernière cohorte importante, effectivement, c'est la famille Cleantech qui existe là aussi en bourse depuis un certain nombre d'années avec des grands leaders nationaux et mondiaux, mais aussi de plus en plus avec des nouveaux arrivants, des sociétés qui sont là pour lutter contre le changement climatique au sens large, des solutions de décarbonation, des solutions de transition énergétique, des solutions qui sont là pour pallier effectivement à l'abandon
progressive des produits issus de l'industrie pétrolière. Donc je crois qu'Afiren coche un certain nombre de ces cases. Et voilà pourquoi les marchés sont aussi là pour accompagner ces projets-là dans le temps long. On y reviendra parce que c'est des sociétés qui ont besoin de capital patient à la fois pour installer des nouvelles technologies, pour accéder à leur marché et aussi, là aussi on va en parler, pour installer des nouvelles industries, des nouvelles usines, et ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Pour terminer rapidement cette courte introduction, voilà, et pour illustrer mon propos, c'était pour vous montrer qu'il y a des sociétés de tailles différentes, très diverses, qui rentrent aujourd'hui sur les marchés, certaines plus petites qu'on appelle les small cap, mais qui sont dans les domaines que j'évoquais il y a un instant, des industriels comme Stif ou Osmoson. J'évoquais aussi des sociétés positionnées sur la transition énergétique, notamment sur l'hydrogène ou sur les gaz verts, comme Wega Energy, et puis des plus grosses qui étaient, dont parlait Maëlys il y a un instant avec Exosens, dans les industries de la défense par exemple, ou Planisware. Mais du coup, je propose qu'on profite surtout de la présence de Nicolas aujourd'hui. Et Nicolas, est-ce que tu peux nous présenter en un mot qu'est-ce qu'est Afiren et pourquoi Afiren? Bonjour à tous. Alors Afiren, on est une société de biotech industrielle. Donc notre vocation, c'est de créer des ingrédients, des molécules qui sont faits d'habitude par la pétrochimie et de les créer de les fabriquer de façon durable. Et donc ça veut dire à la fois bas carbone et biosourcé. Et notre modèle, c'est d'utiliser une matière première qui n'est pas en concurrence avec la nourriture humaine, donc tout ce qui est résidus agricoles et notamment résidus de l'industrie du sucre. Donc on ne voulait pas, pour des raisons assez philosophiques, faciles à comprendre, utiliser une récolte de l'énergie, des engrais, etc. pour nourrir notre projet et nos usines. Et donc l'objectif, c'est d'apporter des ingrédients naturels, bas carbone, à nos clients qui sont des industriels. Ok, c'est très clair. Et du coup, toi, tu es arrivé quand dans le projet et en fait, d'où c'est parti et où est-ce que c'est aujourd'hui? On a démarré Afiren en 2012, donc ça fait déjà 12 ans. Et donc c'est un sujet, on pourra le lier avec le sujet de financement, parce que c'est des projets à temps long qui demandent des investissements. Le projet a démarré à Clermont-Ferrand avec deux scientifiques initialement qui travaillaient sur comment convertir ces résidus agricoles-là en molécules d'intérêt, en ingrédients. Au départ, l'idée initiale était de travailler sur l'hydrogène, et puis on a un petit peu changé d'approche. Et moi, j'ai rejoint l'aventure tout au départ, après plusieurs années en finance. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur du coup, vos fournisseurs et vos clients? Où est-ce que vous vous situez dans la chaîne de valeur? Et finalement, qu'est-ce que vos produits remplacent? Déjà, pour expliquer un petit peu ce qu'on fait, on récupère donc des résidus de l'agriculture qu'on va convertir par fermentation. On va les traiter avec du micro-organisme qui sont eux naturels. En fait, on réplique ce que c'est faire la nature. Et ensuite, on a une technologie qui va nous permettre d'extraire nos molécules après cette période de fermentation et de les mettre au standard du marché. Nos ingrédients, c'est sous forme liquide, transparente. Nos clients sont donc des industriels. La vocation, c'est de remplacer ce que fait la chimie, et qui est partout. Et on va viser un certain nombre d'applications différentes. En nourriture humaine, par exemple, on va travailler vraiment sur l'aspect conservation des aliments, mais aussi sur les arômes. On utilise aussi nos produits dans la pharma, comme ingrédient pour des médicaments, dans la nourriture animale pour remplacer les antibiotiques. Voilà. Donc la partie aval, c'est des industriels qui, eux, vont utiliser cet ingrédient dans leur formulation. Et puis en amont, on a des accords avec des sucriers pour notre première usine, en l'occurrence Südzucker, qui est un des plus gros sucriers au niveau mondial, qui est assez proche de notre usine en Allemagne et qui nous fournit des résidus de l'industrie du sucre. Donc si je comprends bien, vous remplacez des ingrédients de la filière pétrolière aujourd'hui, c'est ça qui rentre finalement dans notre alimentation, dans ce qu'on se met sur la peau, dans la manière dont on se lave les dents, c'est ça? Je vais donner deux exemples. Le pain de mie le matin, un conservateur alimentaire, c'est le pain de mie dans un sac en plastique qui va moisir, donc on va mettre un conservateur, aujourd'hui c'est la pétrochimie. Un deuxième exemple, le vernis à ongles. Aujourd'hui, il est fabriqué exclusivement à partir de résidus, ou en tout cas de matières premières issues du pétrole. Et nous, on apporte une approche naturelle pour remplacer ces molécules-là. Donc du coup, tout le monde s'arrache ses produits, j'imagine, dans cette nouvelle
tendance de la plupart des industriels qui doivent se verdir ou améliorer leur score sur Yuka, par exemple? Je dois dire qu'on a un peu de succès. La réalité, c'est que pendant très longtemps, notre approche était de se dire comment est-ce qu'on remplace le pétrole. C'était ça la vocation, par quelque chose de plus naturel. Et en fait, en travaillant sur notre procédé, on a essayé, parce que le sujet c'est d'être compétitif, on a essayé d'avoir une approche la plus durable possible, ce qui nous permet de recycler tous nos flux au niveau industriel et donc d'économiser beaucoup de coûts. Et c'est ce qui nous permet d'être vraiment rentable, en fait, c'est d'être compétitif par rapport à la pétrochimie. Et cette approche, elle est vertueuse parce que c'est comment est-ce qu'on minimise notre impact environnemental, comment est-ce qu'on est compétitif. Et derrière, en fait, on a travaillé vraiment sur l'aspect bas carbone. Et aujourd'hui, je disais, au départ, c'était vraiment l'aspect biosourcé qui comptait. Aujourd'hui, l'aspect bas carbone est très important pour de nombreux clients qui vont essayer de baisser leur empreinte. Ils ont leurs propres engagements en termes d'empreinte CO2. Et avec nos ingrédients, via leur scope 3, ils vont pouvoir diminuer leur empreinte. Donc on a vraiment, en fonction des applications, les deux approches. Et on adresse vraiment des demandes qui sont assez différentes. Ok, c'est très clair. Du coup, tu nous as évoqué le fait que vous étiez né dans un laboratoire de recherche, donc une deep tech en 2012, que vous aviez du coup des vocations industrielles. Et du coup, entre le labo et ces vocations industrielles, par quelle étape vous êtes passé? Et puis du coup, tu nous diras où vous en êtes aussi. Ouais. On a une étape assez classique dans ce cadre-là. Au départ, il faut vraiment développer la technologie, donc c'est vraiment du lab. Ça va durer quelques années. Ensuite, il faut prouver cette technologie à l'échelle du pilote. Donc là, il faut investir. C'est une petite unité de production finalement. Ensuite, on a un démonstrateur industriel, alors qu'on peut avoir soit en propre, soit on peut utiliser des démonstrateurs industriels de providers de techno qui peuvent nous aider aussi à éviter de faire cet investissement-là. Et puis ensuite, il faut construire une usine. Donc tout ça, ça prend 12 ans. C'est finalement assez rapide, malgré tout. Petit message d'espoir pour ceux qui veulent se lancer dans ce projet-là, c'est quand même très par phase. On a une phase de R&D qui va durer 2-3 ans, donc on est à fond dans cette période-là, et puis ensuite on passe dans la phase d'après. Donc cette espèce d'approche en escalier, elle est intéressante parce que beaucoup de choses changent dans la société, dans son organisation. En termes de motivation, c'est différent aussi. Ça permet de ne pas avoir quelque chose de trop linéaire où on se dit le tunnel est tellement long qu'on ne va jamais y arriver. C'est très rythmé. Et puis à chaque phase, on a nos propres, à chaque fois, des challenges à relever qui sont assez stimulants. Et du coup, vous en êtes où aujourd'hui? Et aujourd'hui, donc, on a démarré la construction de notre usine pendant le Covid. Ça, c'était aussi c'était un challenge assez intéressant. Pendant cette période-là, notre réflexion, c'était de se dire comment est-ce qu'on construit? Est-ce qu'on commande des équipements? Puisqu'à cette époque, on n'avait pas le recul. On a décidé de s'organiser un petit peu par étapes, un petit peu comme en montagne. On va s'exposer un petit peu et puis après, on va se mettre un peu à l'abri pour regarder ce qui se passe dehors, savoir si on peut continuer. À la fin, la leçon de ça, c'est que ça s'est quand même bien passé, que ça nous a permis d'avoir des opportunités puisqu'on a pu aussi sourcer des équipements ou des services moins chers puisqu'il y avait une baisse de la demande, les cours des métaux ont baissé. Donc ça nous a permis aussi de construire beaucoup moins cher que ce qu'on avait estimé au départ, comme quoi dans chaque crise, il peut y avoir une opportunité intéressante. Et ensuite, après, c'est le démarrage de l'usine, le démarrage du process industriel qui est en cours. On est un peu dans la phase finale. On a récemment livré, il y a quelques jours, notre premier camion de produits, vraiment, fini à nos clients. Et là, on est dans cette phase de passage à la production continue. Et là, on peut revenir sur ce que ça veut dire de mettre à l'échelle un process industriel. C'est intéressant. Du coup, on évoque du temps très long, là, 12 ans, beaucoup de phases de processus, sans 1 euro de chiffre d'affaires, si je comprends bien, jusqu'à récemment en tout cas. Vous avez fait payer cette première livraison, rassure-moi. Du coup, comment on fait pour se financer sur ce temps long? Ça a été quoi les grandes étapes? Alors déjà, moi j'avais fait la première partie de ma carrière à l'étranger, donc je veux dire qu'en France, on a une chance, c'est qu'on est quand même exceptionnellement bien accompagné. Je pense que là, je fais un petit peu de promotion BPI France, mais il y a énormément d'outils pour aider les porteurs de projets à développer leur technologie. Donc, on a commencé par une première phase où c'était de l'argent des amis, de la famille, ou son propre argent. Ensuite, avec beaucoup d'aide, innovation et de pré BPI, pré-innovation.
Ensuite, on a fait un premier tour de financement, on a fait rentrer des premiers fonds de venture capital, des fonds régionaux. En 2018, on a fait un tour de financement plus conséquent pour financer notre usine. Donc là, on a financé ça en 2 temps, avec 21 millions d'euros au niveau d'Afiren. Et ensuite, on a financé une usine avec un fonds, le fonds SPI de BPI France. Donc en totalité, si j'ajoute les dettes et une subvention européenne, c'était un financement global d'à peu près 80 millions. Et ensuite, on était dans une logique de se dire cette usine, elle est financée. On a une opportunité de marché énorme puisque nos clients sont très demandeurs. Comment est-ce qu'on projette cette technologie-là? Déjà, est-ce qu'on a les capacités en termes de cash de démarrer l'usine de façon sereine avec le risque de ce que peut représenter un démarrage, et surtout comment est-ce qu'on garde notre avance? Aujourd'hui, on est les seuls à faire ça au monde à cette échelle-là. Donc, comment on garde cette avance-là? C'est aussi d'avoir une capacité à dupliquer et à déployer nos technologies. Et donc, on a décidé pour financer cette nouvelle étape de ce côté. Et donc, ce côté en bourse, c'était finalement pas le projet initial, mais c'était une opportunité puisqu'il y avait une fenêtre de marché très favorable pour toutes les activités ESG, avec de nombreux investisseurs qui n'auraient probablement pas investi chez nous ou qui n'auraient pas investi en privé, mais qui, devant des collectes importantes sur cette thématique-là, ont pu prendre un peu de risque et nous aider à nous coter. Et puis aussi, on a eu l'aide de quelques cornerstones clés, dont Maïlis et le fonds Large Venture, pour nous permettre de passer cette étape de cotation et financer à la fois cette période de démarrage, mais aussi l'usine suivante. Est-ce que tu peux revenir peut-être un peu plus en détail sur le rationnel du coup, parce qu'on comprend qu'il y avait de la demande, que vous avez senti de la demande d'investisseurs publics, entre guillemets, publics dans le sens investisseurs sur les marchés de capitaux, sur la bourse. C'était ça le rationnel principal. Il y avait d'autres choses qui vous ont fait basculer à l'IPO finalement à un stade assez jeune. Notre esprit, c'était plutôt de se dire que l'IPO et la bourse était un super outil, peut-être un petit peu plus tard en termes de maturité. La réalité, c'est qu'on était dans une phase où on avait encore besoin on a besoin de capitaux qui sont croissants. Notre IPO, on a levé à 70 millions. On était en fait arrivé un petit peu à la fin d'une possibilité de lever de fonds en privé avec des fonds de venture capital, parce que les tickets sont trop gros. Les fonds de private equity, eux, ont besoin de cash flow, donc on n'y était pas encore puisqu'on était en train de finir de construire notre usine. Donc c'était mieux en termes d'adéquation de financement, mais moins bien en termes de maturité du business. Et c'est vrai qu'on a eu cette opportunité-là, finalement cet appel d'air du marché, d'une certaine façon, qu'on a su saisir et qui nous permet aujourd'hui d'envisager l'avenir quand même totalement différemment de si on ne l'avait pas fait, clairement. Et puis c'est surtout un catalyseur très fort pour une entreprise en termes d'organisation, de gouvernance, même de communication finalement. Et puis quand vous voulez construire des usines à l'étranger, puisque notre objectif c'est de dupliquer nos technologies, de construire des usines, d'être un acteur industriel, dans cette logique d'être coté, c'est de la transparence, c'est aussi une preuve de sérieux. Voilà, c'est complètement différent d'aller voir un gros acteur aux États-Unis en disant que vous êtes une boîte listée. Versus une boîte en privé qui a fait quelques tours de financement, même s'ils sont d'une taille respectable. Donc c'est tout ça qui fait que finalement on s'est dit oui, il faut franchir ce cap-là. C'est un peu plus tôt que ce qu'on avait prévu, mais voilà, saisissons cette opportunité. Et du coup, le travail pour cette transition, c'est-à-dire de passer de privé à public, c'était... Tout ça en montant une usine en parallèle, c'était gérable pour l'équipe. Enfin, je vois ton éminent directeur financier dans la salle. C'était pas trop de travail et ça permettait encore d'exécuter correctement. Ce qu'on s'était dit, c'est qu'on allait essayer de cloisonner un peu l'opération pour ne pas impliquer les équipes qui étaient vraiment, elles, très impliquées dans la construction, pour éviter que finalement ça amène trop de stress ou une charge de travail trop forte pour tout le monde. Donc on s'est vraiment recentré sur une cellule très réduite, notamment voilà, avec Maxime Cordonnier qui est le directeur des financiers d'Afiren. On a travaillé avec nos conseils et puis on allait finalement solliciter un petit peu les équipes sur des sujets précis pour pouvoir répondre à voilà, des interrogations sur l'aspect industriel, sur l'aspect business, sur l'aspect réglementaire, voire sur l'aspect R&D et techno. Donc, mais on l'a fait vraiment de façon sporadique pour essayer d'éviter d'avoir
que ce soit trop time consuming à cette période-là pour le reste de la société. Et du coup, alors qui était avant au capital et qui est aujourd'hui? Et finalement, quels sont les gens qui vous ont suivi dans cette IPO, qui ont abondé à ces 70 millions ou plus? Alors ce qui est important, c'est que dans ces phases-là, ce n'est pas encore des phases où il y a beaucoup de secondaires. Donc en fait, l'IPO dans ce cadre-là est là pour être un outil pour lever de l'argent, plus que pour permettre une sortie aux investisseurs initiaux, et notamment aux fonds de VC. Ça peut arriver parfois, tu pourras peut-être confirmer, mais en tout cas, en général, c'est plutôt pour lever de l'argent, c'est un outil de financement. Donc on a aujourd'hui une structure de capital qui n'a pas bougé, avec certains fonds historiques qui ont reparticipé à l'IPO. Des actionnaires historiques qui sont restés. On a mis 30% sur le marché de la société sur le marché aujourd'hui. Et donc sur ces 30%, on a quelques fonds. Donc on a le fonds Large Venture, on a quelques fonds très ESG, notamment Mirova par exemple, qui est un bon exemple, mais d'autres fonds ESG aussi qui souhaitaient investir dans cette thématique. Voilà, donc on a finalement maintenant une mixité d'investisseurs assez large. Plus des particuliers. On y reviendra, mais peut-être je propose de passer la parole à Malice. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la stratégie de BPI, justement sur l'accompagnement lors des IPO et peut-être lors des financements secondaires d'ailleurs des sociétés technologiques? Alors, en fait, depuis la création de BPI France, on a eu à cœur d'accompagner un certain nombre de sociétés en bourse, soit à l'occasion d'une IPO, soit à l'occasion d'une augmentation de capital lorsqu'elles étaient déjà cotées en bourse. Et ça, un petit peu sur tout type de taille d'entreprise. Donc Afiren est le parfait exemple d'une intervention au moment de l'IPO et avec la caractéristique toujours que l'on a BPI France d'être investisseur de long terme, présent dans la gouvernance. Et donc on met un gros ticket dans le book d'IPO et on reste pour accompagner toute une étape de développement de l'entreprise. C'est très différent d'un asset manager qui, lui, va mettre peut-être un ordre dans le book, mais qui ne sera pas forcément volontaire pour être présent dans la gouvernance et qui est libre de sortir quand il veut. On est dans une thématique de financement qui est un petit peu différente. Donc c'est vraiment plus de l'investissement private in a public company. On l'a fait de nombreuses fois. Et on l'a fait encore récemment pour une entreprise comme Exosens, où ce n'est pas mon équipe, mais une autre équipe de BPI France qui a mis un ticket significatif dans le book avec une représentation au board. Donc c'est quelque chose qu'on poursuit depuis notre création parce qu'on sait que c'est essentiel. Comme je le disais en introduction, la bourse est un instrument de financement des entreprises qui est absolument essentiel. Et c'est important qu'on puisse accompagner aussi dans ce cadre-là. Alors quand on est actionnaire et qu'il y a des opérations ultérieures, généralement on a vocation à suivre à hauteur de notre quote-part. Je donnerai un exemple. Je suis également investisseur dans mon portefeuille d'une société comme Valneva qui a eu des projets de développement dans sa vie boursière et pour racheter des actifs par exemple, et on a suivi, ou pour s'introduire sur le Nasdaq, et on a suivi aussi. C'était important pour cette société qu'on soit là, présent, et donc quand ça fait vraiment du sens, c'est cela. Ce qu'on a changé peut-être depuis quelques années, c'est que on veut s'assurer que la société, surtout en Europe, quand elle s'introduit en bourse, soit suffisamment mature pour avoir une vie boursière qui soit la moins chaotique possible. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on a eu l'occasion d'aider pas mal de sociétés dans le domaine des biotechnologies. Donc c'est un métier très difficile, très risqué, où il faut beaucoup de temps avant de réussir et on peut avoir beaucoup d'échecs, qui sont en soi pas forcément un problème, mais quand on est coté, ça peut être vu comme un problème. Et donc de ce point de vue-là, on essaie maintenant de favoriser des entreprises qui sont suffisamment matures pour avoir un business un peu établi et pouvoir rassurer les investisseurs et que ce ne soit pas une catastrophe en bourse si éventuellement le chemin est plus long ou la route est plus raide. Merci beaucoup. Peut-être pour rebondir sur ton point de la gouvernance que je trouve très intéressant, Nicolas, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur la gouvernance, comment elle s'est transformée? On dit souvent que l'entrée en bourse, on déchire son pacte d'actionnaires. Alors c'est un peu caricatural, mais il y a une partie de ça, mais on comprend aussi qu'on a quand même à son board des actionnaires stratégiques, peut-être des nouveaux, peut-être des anciens. Comment tu as recomposé les gens qui t'accompagnaient au quotidien? En fait, il y a une certaine stabilité, c'est-à-dire qu'on a certains actionnaires historiques qui sont restés
board members. On en a certains qui nous ont rejoints, notamment Large Venture. Et puis on a aussi, parce que ça fait partie, c'était un objectif de bonne gouvernance de société d'avoir des indépendants. Donc on a aussi renforcé notre board avec notamment un chairman qui était arrivé alors un petit peu avant l'IPO, mais ça faisait déjà, donc on avait déjà enclenché cette mutation de gouvernance, voilà, qui pour moi est clé en fait. Hein. Et d'ailleurs, finalement, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, le fait d'être listé et coté, c'est un accélérateur, finalement un catalyseur autour de cette réorganisation. Voilà, vous avez des contraintes en termes de publication notamment. Donc c'est vraiment, l'objectif était finalement assez positif et aller avec ce qu'on souhaitait faire en termes de gouvernance au sein de la société. Donc c'était plutôt un accélérateur. Voilà. Donc on a un board qui est relativement varié entre les anciens et les nouveaux. Maëlys parlait aussi il y a un instant finalement du niveau de maturité des sociétés qui rentrent en bourse. Et bon, effectivement, c'est toujours ce curseur, et particulièrement dans la deep tech, de trouver de la sécurité sur la technologie, sur l'accès au marché et dans votre cas, pour l'industrialisation, vraisemblablement aussi. Comment tu vois les choses sur la compatibilité finalement de la deep tech et de la bourse et du coup d'une certaine manière de la volatilité que ça implique pour les dirigeants, les sociétés, les actionnaires. Je pense que ça rejoint ce que disait un petit peu Maëlys. Nous, on a saisi cette opportunité, mais on se sentait quand même prêt en termes de développement et de confiance sur la technologie, même si effectivement démarrer une usine, ça prend souvent plus de temps que ce qu'on pense. Donc, j'allais dire qu'on a cette nécessité de pouvoir vivre un petit peu un temps long pendant cette approche-là. Et je suis en train d'oublier ta question puisque je pensais... En fait, c'était bourse et capital patient. Oui. Est-ce que c'est finalement compatible? Je pense que c'est compatible, pas pour tous, et ça c'est sûr, parce que certains ont des fonds qui sont ouverts avec des entrées et des sorties régulières, et donc qui ne peuvent pas garder finalement ce commitment long terme. On l'a vécu. On était donc relativement mature, mais finalement peut-être avec encore un peu de travail à faire et qui du coup peut créer un peu d'impatience pour certains de ces fonds-là, qui en plus peuvent subir des décollectes parce que l'environnement macroéconomique global peut aussi influer sur leur stratégie. Donc c'est bien d'avoir des fonds long terme. C'est moins bien pour la liquidité, mais c'est bien pour la stabilité en termes de gouvernance et surtout en termes de cours de bourse. Moi, au départ, je vivais ça assez mal, c'est-à-dire que dès que je voyais un ordre le vendredi soir qui nous faisait plonger de 7%, j'étais un peu excité à vouloir prendre mon téléphone pour dire « mais qu'est-ce qui se passe, c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça ». Je me suis un peu calmé maintenant, j'ai maturé, j'ai grandi un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit oui, c'est un peu dur parce que c'est très émotionnel et même si on se dit qu'on prend du recul, c'est pas toujours basé sur des faits. Voilà, il faut savoir qu'il y a des cycles et puis voilà, c'est la société aussi en fonction de son développement après peut basculer d'un cycle à un autre. Oui, en fait à court terme il n'y a pas forcément de corrélation entre votre capacité à exécuter votre plan et votre valorisation ou l'évolution de votre cours de bourse, et du coup ça pour un compétiteur c'est compliqué. Ce qu'on dit non, c'est quoi? C'est que le marché a finalement toujours raison à un moment donné. Voilà, entre le moment où l'instant T et l'objectif, il faut effectivement il faut que les choses convergent. Dans notre cas très précis, on a eu un peu de retard sur notre démarrage industriel. Et quand je dis retard, c'est pas négatif parce que vous apprenez énormément de choses pendant cette période-là. Mais c'est vrai que pour un investisseur, surtout s'il n'est pas là à temps long, ça peut être vécu comme un moment difficile, ou en tout cas l'impatience peut être autant de côté de l'investisseur que d'une autre. Mais oui, il faut s'accrocher, passer ces étapes. Peut-être que ça va me permettre de reposer une question à Maëlys. Alors, c'est pas un showstrap, mais du coup, on entend sans dire qu'il y a une faille de marché. Parfois, en tout cas, il faut des nouvelles initiatives, sans doute, pour soutenir la tech dans le temps long. C'est valable en Europe, mais c'est aussi valable, bien entendu, en France, comme on vient de l'évoquer. Est-ce que tu peux nous dire quelles nouvelles initiatives de place sont lancées en ce moment ou sont en réflexion? Alors, il y a eu quelques initiatives qui ont déjà été prises il y a un peu plus de 2 ans à peu près.
dans lequel on était associé, mais surtout la Caisse des dépôts et consignations a lancé la création d'une nouvelle SICAV qui est dédiée aux introductions en bourse, qui s'appelle Tech Premium, et qui a participé d'ailleurs aux dernières opérations. Et puis je crois qu'ils ont le droit d'investir jusqu'à 3-4 ans en arrière. Ça, c'est un dispositif qui est complémentaire et c'est un dispositif financier et complémentaire de ce que BPI-France peut faire et s'est engagé à faire dans le futur. Nous-mêmes, de notre côté, on a une initiative qui s'appelle le Club des investisseurs Cornerstone, qui réunit des investisseurs asset managers qui sont prêts à étudier tous les projets d'IPO et qui sont prêts à s'inscrire en investisseurs de long terme avec des tailles de tickets significatives à l'occasion d'IPO. Et on réunit ces gens-là avec des VC pour que tous ces gens se connaissent. Et on leur présente des entreprises qui envisagent une IPO à 2-3 ans et qui se confrontent pour la première fois à des investisseurs du marché boursier qui sont un peu différents des investisseurs VC. Et c'est une manière de faire du pré-marketing pour ces entreprises. Donc on a organisé déjà une quinzaine de meetings pour notamment un certain nombre de sociétés de l'écosystème de la French Tech. Ça, c'est donc on continue ce travail de long terme. Par ailleurs, il y a les pouvoirs publics, donc comme je le mentionnais tout à l'heure, qui ont pris des mesures à travers la loi attractivité, qui sont, je crois, qui sont en exécution à partir de septembre et qui permettent de lancer une introduction en bourse sans offre publique obligatoire, ce qui permet de raccourcir la période de placement et de saisir des fenêtres de marché. Tu as indiqué tout à l'heure, Nicolas, il faut être habile à saisir une opportunité, une fenêtre de marché. Et le fait de pouvoir réduire la durée du placement, c'est assez essentiel. Il y a également la directive européenne qui est en cours de finalisation, qui s'appelle, aide-moi, Listing Act, merci, et qui va être finalisée, je crois, à la fin de l'année, qui sera appliquée en fin d'année, et qui va permettre également d'améliorer un certain nombre de choses pour les entreprises qui ont accès au marché boursier. Également, il y a eu des mesures en faveur du PEA-PME qui s'est simplifié avec un seul critère qui est la capitalisation boursière et qui permet aussi à des SICAV, des OPCVM d'attirer un peu plus de souscriptions de la part de monsieur et madame tout le monde en faveur des PME et des ETI, soit à l'occasion de l'introduction en bourse, soit sur le marché secondaire. Toutes ces mesures, individuellement, prises ensemble, peuvent avoir un impact à un moment donné. Et ce qu'on sait, c'est que la bourse se réouvrira à un moment donné en faveur des IPO. On ne sait pas quand, mais ça viendra un jour. Il n'y a aucun souci là-dessus. Merci beaucoup. On a parlé de quelques points clés qui avaient fait basculer votre décision. Est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être sur ce que tu utilises comme outil de cette fameuse boîte à outils boursière? On a parlé de la levée de capitaux que vous avez fait à l'IPO. Est-ce que tu utilises au quotidien d'autres choses? Alors en externe pour le moment non, puisqu'on a levé suffisamment de fonds pour nous permettre de ne pas avoir besoin d'en relever à court terme. Donc non, par contre en interne, c'est plus facile pour des programmes de fidélisation des salariés ou du management. C'est plus concret. Il y a un petit peu de liquidité quand même qui permet pour certains de pouvoir finalement transformer un peu leur investissement dans la société en termes de travail, j'entends. Donc ça, c'est plutôt des outils internes. Et après, ce que je disais, c'est plutôt l'image de ce qu'est une société cotée, notamment à l'étranger et aux États-Unis particulièrement. Et sur l'aspect financement, c'est un petit peu tôt encore pour donner quelques exemples. Très clair. Là, je vais arriver à la partie publi information. Je voudrais que tu nous dises comment tu t'es préparé et peut-être l'occasion de toucher quelques mots du programme de place qui a été monté par Euronext il y a quelques années pour justement préparer les dirigeants de la tech, mais pas que, à une potentielle IPO. Je crois que tu es passé par les bancs de cette école ou de ce programme. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour d'expérience? Alors déjà, on s'était dit que l'IPO faisait partie des sources de financement comme d'autres et que il fallait qu'on le regarde. Donc il y a deux choses là-dessus, c'est la gouvernance pour pouvoir y arriver. Donc on avait assez tôt essayé de travailler sur notre gouvernance et de toute façon on ne s'est jamais perdu puisque quand vous levez des fonds, même avec des fonds privés, vous avez quand même toujours ces sujets-là
Donc on a essayé vraiment de se structurer, ce qui nous a permis, quand on a pris la décision, d'être prêt relativement tôt et assez vite. Donc ça, c'est cette préparation finalement, j'allais dire silencieuse, bien avant. Et puis effectivement, dans ce cadre-là, on a participé au programme TechShare, qui était vraiment intéressant, parce que ça permet de rencontrer l'écosystème. Il y a des exemples effectivement de sociétés cotées, avec des témoignages d'entrepreneurs qui viennent expliquer un peu ce que ça veut dire en termes de vie, à la fois pour le dirigeant, mais aussi pour ses actionnaires et pour les salariés et pour la société en elle-même. Qui parle des bons et des moins bons côtés, tu veux dire. Qui parle un peu de tout, voilà. Donc ça permet de venir un petit peu infuser, maturer, réfléchir à tout ça. Pas mal de cabinets d'avocats aussi qui permettent aussi de se poser les bonnes questions, voilà, aussi en termes d'organisation juridique interne. Donc voilà, tout ça, ça s'est fait finalement petit à petit. Ça permet aussi de rencontrer accessoirement pas mal d'autres entrepreneurs et d'échanger sur des sujets, c'est toujours intéressant. Et puis du coup, le jour où on s'est dit qu'il y avait peut-être une opportunité, on était déjà pas totalement prêt, mais on avait fait déjà une grosse partie du travail. Et ça nous a permis d'être très réactifs et d'aller assez vite, notamment dans toute la préparation du dossier et donc dans ce process en lui-même. Oui, finalement, c'est ce qu'évoquait Maëlys et toi, peut-être en creux d'ailleurs tout à l'heure, de dire on ne pensait pas y aller. Mais en fait, comme on avait maturé le sujet et qu'on était prêt, en tout cas psychologiquement, mais sans doute pas que, aussi en structuration interne, quand on a vu qu'il y avait une opportunité de marché, on a pu finalement être très tactique, c'est ça? C'est exactement ça. Et je pense que on dit que gouverner, c'est prévoir, mais le fait de s'organiser en avant en termes de gouvernance, de structuration, même si on n'était pas allé jusqu'au bout, puisqu'il y a des contraintes d'une société cotée dont on se passe volontiers quand on n'est pas listé en bourse. Mais en tout cas, d'être sur cette route-là, d'être dans cette réflexion, de mettre des choses en place, que ce soit au niveau des indépendants. Nous, on est aussi au niveau de nos stratégies RSE, parce que ça, c'était fondamental pour nous et c'est ce qui nous a permis de convaincre des fonds qui cherchaient cette thématique-là. Donc, c'est quelque chose qu'on avait intégré assez tôt dans la société, qu'on a essayé de travailler et du coup, qui a été aussi un catalyseur. Ça nous a permis de progresser sur ces sujets parce qu'on s'est fait aussi challenger par des fonds qui recherchaient cette thématique. Donc tout ça, ça se travaille en amont et voilà. Et effectivement, le jour où il y a une opportunité, on est quand même bien plus prêt. Peut-être que sinon, on aurait raté cette fenêtre puisqu'on est, comme tu le sais, passé un peu à la fin. Oui, très à la fin même, je crois. Du coup, peut-être pour rebondir rapidement sur ce programme qui est du coup un programme de place qui a été lancé par Euronext il y a 9 ans maintenant. L'idée, c'est un programme gratuit, c'est de former les entrepreneurs des sociétés de croissance françaises, et pas que, puisque maintenant on l'a déployé sur toute l'Europe, justement à réfléchir à ces sujets, finalement de rentrer dans cette phase d'acclimatation, de connaissance, de rencontre de l'écosystème, comme tu l'évoquais. Ça veut dire l'ensemble des conseils qui interviennent finalement autour des introductions en bourse, de rencontrer des patrons qui ont franchi le cap et qui peuvent faire un retour d'expérience pertinent, comme tu as l'occasion de nous le faire partager aujourd'hui d'ailleurs. Des investisseurs aussi, toujours intéressant d'avoir des investisseurs qui viennent vous raconter ce qu'eux ils recherchent ou ne recherchent pas et les dangers ou les affres qui peuvent être les leurs. Donc voilà, c'est un programme sur lequel on accompagne chaque année une quarantaine d'équipes dirigeantes chaque année et on a accompagné pas mal de beaux noms sur les différentes verticales de la tech française ces dernières années. Peut-être Maëlys, comme vous êtes partenaire aussi historique du programme et que chaque année vous poussez certaines sociétés de votre portefeuille à participer, peut-être que tu peux nous faire un retour d'expérience. Alors, on a un super retour d'expérience de toutes nos sociétés qui ont participé. Je reconnais beaucoup de logos qui sont dans notre portefeuille. Et on pousse effectivement les chefs d'entreprise à pouvoir faire ce parcours qui est très qualitatif, qui permet d'avoir ces échanges aussi avec entre pairs, des partages d'expériences, de rencontrer des professionnels, avocats, banques d'affaires, les autorités de marché. Et c'est une opportunité formidable pour se familiariser en avance de phase. Donc on le recommande très chaleureusement. On est en train de pousser ça auprès de tout notre réseau. Je crois que la date de clôture des candidatures, c'est le 8 novembre. Et donc n'hésitez pas, si dans la salle, quelqu'un est intéressé à poser votre candidature. Voilà.
Moi j'appuie ça parce que c'est vraiment très intéressant, ça a des bons moments et puis ça sert de toute façon même si on reste une société privée. Voilà, et peut-être qu'il y a des questions dans la salle, le cas échéant. Je ne sais pas si tu vois... Je vois pas de questions dans le chat, mais je n'avais pas forcément ouvert la discussion. Je ne sais pas s'il y en a d'autres dans la salle pour ceux qui ont des oreillettes. Ah, manifestement si. Mais... Oui, ce matin, il y a eu une présentation des startups industrielles. Ça marche ou pas? Ok. Oui, ce matin, il y a eu une présentation des startups industrielles avec plusieurs fondateurs. Et ils expliquaient que le principal problème avec les startups industrielles, c'est la méconnaissance des venture capital, de ce qu'ils font réellement, et de la culture technique et de la compréhension des process. J'imagine qu'avec la cotation en bourse, on est encore plus éloigné de la compréhension technique de ces startups. Comment vous gérez cette méconnaissance pour éviter justement la situation chaotique de l'action en bourse? Je vais passer une partie de la réponse, question très intéressante, à Nicolas pour parler du venture capital, mais rebondir peut-être aussi sur les investisseurs boursiers qui ne sont pas toujours différents. Déjà, ils apprécieront, je pense, cette question. Non, ce qui est vrai, c'est quand on est venture capitaliste, je pense, ou investisseur, on voit beaucoup de sujets différents et il y a beaucoup de thématiques différentes. Je pense que la start-up industrielle, en tout cas, il y a beaucoup plus de sociétés maintenant qu'il pouvait y en avoir avant. Donc il y a aussi une maturité, je pense, au niveau des investisseurs en VC aussi sur cette thématique. Après, sur les investisseurs en public, tous ne sont pas forcément très fit non plus sur ces sujets, mais ils ne sont pas nécessairement dans la gouvernance. Donc, Et puis ce qu'on peut dire, c'est que quand on est listé, ça simplifie, il n'y a plus de pacte d'actionnaires. Ça simplifie aussi quand même beaucoup la gestion de la société. Et puis on a plutôt aussi tendance à aller chercher des board members indépendants qui peuvent aussi apporter une expérience complémentaire aux dirigeants et aussi au board. Bon, peut-être que pour rebondir sur la question, effectivement, mais c'est le propre de la chaîne de financement du capital risque, sans doute en Europe. On est souvent, la chaîne de financement est souvent en retard d'un degré par rapport à l'évolution du besoin, j'allais dire, effectivement, des fonds spécialistes de la tech industrielle, finalement, ils commencent à se renforcer et à augmenter leur expertise maintenant, alors que sans doute, depuis quelques années, il y a des sociétés qui ont besoin d'être financées, qui se présentent, et à part des fonds publics comme BPI, qui sont très structurés, avec des verticales, des équipes spécialisées, il n'y a pas forcément non plus pléthore de fonds, de places qui ont ce degré de finesse. Souvent, c'est des investisseurs qui sont plus généralistes et qui interviennent du coup sur des thématiques différentes. Et effectivement, sans doute qu'il faut appréhender cette logique de deep tech industrielle avec ses propres problématiques qui, à nouveau, en plus, sont très différentes de l'une à l'autre. Parfois, c'est la mise à l'échelle, parfois, c'est l'accès au marché, parfois, c'est tout. Donc, et effectivement, ça demande de l'expérience, et l'expérience qui vient qu'avec le temps. L'expérience, et je pense que toutes les entreprises comme Afiren et comme les autres qui s'introduisent en bourse ont un rôle essentiel pour éduquer les investisseurs. Et ce travail d'éducation, il n'est jamais terminé. C'est un éternel et inlassable pitch. Et il faut, c'est un temps nécessaire qu'il faut donner aux investisseurs du marché pour qu'ils s'acculturent. Et voilà, mais ça marche au bout d'un moment. Eh bien, merci. Si on n'a pas d'autres questions, je vous propose de conclure cette table ici. Merci encore, Maëlys. Merci encore, Nicolas. Merci.